Allez, on attaque. Dossier 3. On est appelé par l'interne des urgences. Il vous balance, il vous dit qu'il a une femme de 62 ans, il vous balance le ionogramme et il vous dit qu'est-ce que t'en penses. Elle a une pression artérielle basse, une hyponatrémie, une hyperkaliémie, une insuffisance rénale, d'allure un peu fonctionnelle, avec une natriurése qui est plutôt élevée, un rapport NA sur K supérieur à 1. Question 1. Quelle est l'urgence métabolique que tu évoques immédiatement? Hein? Je sais pas, l'insuffisance surrénale aiguë. Tout à fait, il faut être bête et méchant, il faut se dire hyponatrémie, hyperkaliémie avec une natriurèse qui file. Donc, c'est la réponse attendue. Tu demanderas la glycémie de la patiente pour voir si tu as des arguments en plus. En fait, quand tu arrives aux urgences, c'est plus du tout ça, ça ressemble pas du tout à ça, et on prend la main. Donc, c'est une dame de 62 ans qui prend plein de médocs et qui arrive plutôt déshydratée avec une insuffisance rénale, avec un DFG qui était estimé dans le temps entre 41 et 43 et qui a des ondes T pointues à l'ECG. Bon. Quel examen d'imagerie demande-t-on en première intention? Moi, j'ai demandé une écho rénale. Ça paraît pour éviter évident. On enchaîne. Cet examen est normal. Quel diagnostic précis proposez-vous concernant la maladie rénale de la patiente? Allez. Moi, je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose avec tous ces traitements, mais... Alors, elle a une insuffisance rénale. Commence par au début. Bon, il y a une insuffisance elle est aiguë, rénale... Alors, on va vite. Les deux mon général. Elle est aiguë parce qu'une élévation brutale de la créatinémie par rapport à la créatinémie antérieure sur un fond de maladie rénale chronique, puisqu'elle a un DFG qui était entre 60 et 30. Et dans ce cas-là, ça s'appelle une maladie rénale chronique de stade 3. Et l'insuffisance rénale aiguë, est-ce qu'elle est non obstructive, tu le sais? Est-ce qu'elle pourrait être fonctionnelle? Oui. Oui. Pourquoi? Je sais pas, elle a une petite tension. Tout à fait. Puis, elle a l'anamnèse, elle prend plein de médicaments, qui sont susceptibles d'être mauvais pour le rognon. Elle a des diurétiques. Et d'entraîner des diurétiques, des IEC, etc. Elle a une petite tension, elle est tachycarde. Bon. Tu as une élévation de l'urée un rapport urée sur créate plasmatique qui est supérieur à 100, qui est un argument important du diagnostic. Donc voilà. Paf, paf, paf. C'est une insuffisance. Et j'ai rien mis d'autre. Non. Donc, a priori, c'est une insuffisance rénale aiguë sur maladie rénale chronique stade 3, fonctionnelle. Et comme c'est la faute du médecin parce qu'elle prend trop de médicaments, c'est iatrogène. L'argument majeur qui confirmera cette étiologie? Moi, j'avais pensé arrêter ces traitements et la réhydrater. C'est ça. Rétrospectif, régression, blablabla, c'est comme précédemment. Donc ça rentre. Là, une petite énumération à l'après-vert. Un médicament par personne. Par quel mécanisme les médicaments cités dans le texte peuvent-ils induire une insuffisance rénale? Alors, premier médicament. Oh, pas de bol, c'est Diantalvic. C'est pas le premier qu'il faudra mettre dans la case. Je peux commencer par les AINS? Ouais, vas-y. Donc les AINS, c'est parce que ça provoque une vasoconstriction de la pré-rénale, enfin pré-glomérulaire, de l'artériole afférente en fait. Par ce biais, ça induit une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle par modification de l'hémodynamique intrarénale par vasoconstriction de l'artériole glomérulaire afférente. Afférente, tout à fait, dans un contexte d'hypoperfusion rénale. Quoi d'autre? Les IEC. Non. AINS. Ah bon? Ah oui. Ah attends. Non, je sais pas. Ça donne quand même des néphropathies interstitielles aiguës, les AINS. Ah, immunoallergiques. Ouais, ça donne des néphropathies interstitielles aiguës immunoallergiques qui ont la particularité, pour la petite histoire, de s'associer fréquemment à des protéinuries importantes avec des néphropathies à lésions glomérulaires minimes. Ça, c'est important. AINS, et puis ça peut donner une nécrose tubulaire aiguë si on en prend trop.
Donc on me demandait si c'était uniquement quand on en prenait trop, et je disais que c'était un abus de langage. En fait, c'est que derrière le glomérule, vous avez le tubule. Quand vous êtes en ischémie glomérulaire importante, vous vascularisez mal votre tubule. Si vous laissez les choses traîner, vous arrivez à une nécrose tubulaire aiguë. Ensuite, l'autre médicament. Tiens, hop. Alors, l'IEC. Alors l'IEC, il provoque une vasodilatation donc post-glomérulaire. Et donc, quand le rein est on dit sera dépendant, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une vasoconstriction pour remonter la pression intraglomérulaire. Une vasodilatation, ça induit une baisse du débit de filtration. Oui, tout à fait. Parfait. Ensuite, l'autre médicament. Les diurétiques, thiazidiques et le rein. Est-ce que ça peut entraîner une insuffisance rénale? Oui, la réponse que oui. Oui? Oui. Par quel mécanisme? Écoutez, voilà, au moins tout ça. Non, les diurétiques, ça fait pisser de l'eau et du sel. Ça peut entraîner une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sur déshydratation extracellulaire. Et ce sont des sulfamides. Je vous rappelle, les diurétiques, ça peut aussi entraîner des néphropathies interstitielles aiguës. Ce sont des sulfamides diurétiques, comme les diurétiques de Lens. OK. Les autres n'étaient pas... on a fait les trois principaux. Les autres n'étaient pas cotés. Diantalvic, le paracétamol, c'est néphrotoxique, mais généralement à des doses où le foie est déjà très malade, en intoxication aiguë. Bon. Ça nécrose les tubules rénaux, comme ça entraîne des nécroses hépatocytaires. Bon, c'est pour la petite histoire. Et la dalate, ça peut entraîner des insuffisances rénales aiguës, fonctionnelles, si vous en prenez trop, par hypotension, hypoperfusion glomérulaire. Bon, quel est votre traitement? Alors, on lui arrête ses médicaments. On la réhydrate avec du sérum phi. Et elle avait une hyperkaliémie. C'est ça? Oui, elle avait une hyperkaliémie. Alors, comme tout à l'heure, donc pas le gluconate, caïhexalate, insuline. Et voilà. Comment Et voilà, non? Comment 5,4 de potassium, insuline, paf! Non, il ne va pas mourir de 5,4. Tous les médicaments qui... je sais bien que vous avez appris par cœur la case de traitement de l'hypercalémie avant d'arriver, mais il faut grader un petit peu ces choses. Et donc, 5,4 de calémie, ce n'est pas grave, du tout. Ça va pas te tuer la patiente. C'est arrêt des apports potassiques, un peu de caïhexalate si tu veux, mais tu ne vas pas lui faire les hypoglycémies. Donc ça, surtout pas. Il y a des chiffres seuil qu'on doit savoir? Il n'y a pas de chiffre seuil, puisqu'on te dira toujours que la gravité d'une hyperkaliémie dépend de sa vitesse d'instauration. Plus ça va vite, moins c'est bon. Et c'est plus grave, c'est une acidose associée, une hyponatrémie associée et une acidose associée. Bon. En pratique, quand ils sont inférieurs à 6, je ne me mettrai pas dans ma case qu'on emploie la grosse Bertha et qu'on fait venir la machine de dialyse et qu'on lui met du gluconate de calcium. Si tu n'as pas de signe ECG ou des ondes T pointues, une calémie à 5,9 et pas de contexte où ça va flamber, c'est-à-dire pas de syndrome de liste tumorale, pas de rhabdomyolyse. Pas d'insuline. Ah non. Non. Ah non. C'est un traitement des hypercalémies sévères, l'administration d'insuline. Ce n'est pas dénué d'effets secondaires. Tu peux coller les gens en hypoglycémie assez facilement. Je peux poser une question? Oui. Je voulais savoir, comme là, elle avait une insuffisance rénale chronique, est-ce qu'on pouvait refaire les rapports donc urée sur créate pour interpréter quand même une IRF Alors, la réponse est oui, tu peux les faire. Si ça conclut à fonctionnel, tu es content, tu dis que ça va dans le sens de ton impression clinique. S'ils sont négatifs, tu te dis ouais, mais elle a une néphropathie chronique, ça peut être faussé. D'accord, donc en fait, c'est que la clinique qui permet de... C'est surtout la clinique. Si tu les as, t'es bien, mais si tu les as pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en déshydratation, enfin en insuffisance rénale fonctionnelle, pardon. Alors, on me demande s'il faut évoquer une sténose des artères rénales dans ce cadre. La réponse est que, alors, on me demande s'il faut évoquer une sténose des artères rénales dans ce cadre. La réponse est, oui, tu peux l'évoquer. La réponse est 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 oui,
Non. En première intention, non. Sur les arguments qu'elle n'a pas d'hypertension artérielle ancienne, etc., que dans un contexte où, à l'évidence, elle prend plusieurs néphrotoxiques associés, d'accord, qu'elle est en collapsus. Elle va quand même. Elle a des arguments par ailleurs. Cela dit, ce ne serait pas une hérésie de lui faire un Doppler des artères rénales, mais ce n'est vraiment pas le tableau. Tu en vois quand même énormément des patientes aux urgences comme ça. Énormément. Et tu ne leur fais pas tout un Doppler des artères rénales. Bon, et l'effet secondaire gênant des IEC? La toux. Ah, exactement.